Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, je vous dois des excuses de ne pas pouvoir être présent avec vous aujourd'hui à l'UNC, mais ma mission me retient un peu plus loin sur le territoire, puisque je suis ce matin même avec les agriculteurs pour parler de TGC. Je remercie Mathieu Buche-Berger de me donner l'opportunité d'intervenir dans le cadre de ce colloque pour évoquer le cas de la TGC, puisque je crois que la TGC constitue un exemple assez intéressant du rapport ambivalent qu'il peut y avoir entre le droit et les entreprises, puisque si la volonté des pouvoirs publics de moderniser la fiscalité indirecte a trouvé un large écho dans les entreprises, il est vite apparu que les pouvoirs publics poursuivaient à travers cette réforme des objectifs de nature un peu différente qui n'allaient pas être immédiatement en phase avec les intérêts des entreprises. C'est également l'occasion de prendre acte de la complexité du dispositif qu'on a mis en œuvre avec la TGC et de mesurer les risques qui pèsent sur les entreprises du fait de cette complexité et de mesurer aussi les obligations qui sont les nôtres dans l'accompagnement des entreprises et dans la création de la sécurité juridique qu'on leur doit. C'est ce sur quoi je reviendrai dans un deuxième temps. Mais tout d'abord, je vous propose de voir en quoi la TGC et la TVA dans son ensemble constituent un gain de compétitivité pour les entreprises, en tout cas un contexte qui permet de favoriser et d'améliorer la compétitivité des entreprises. Pour cela, peut-être deux mots de rappel sur le système antérieur, et donc celui dans lequel on vit encore pour quelques jours à cette heure, celui des taxes à l'importation et de la TSS. Les taxes à l'importation sont aujourd'hui extrêmement nombreuses, au point qu'on dénombre pas moins de 700 000 combinaisons de taxation possibles. Sur un territoire qui comporte 270 000 habitants à peine, c'est assez remarquable comme performance, il faut bien le reconnaître, mais on a également, ces taxes à l'importation, un niveau d'exonération qui est complètement impressionnant. On a plus de 50% de la base imposable de ces taxes à l'importation qui fait l'objet d'exonération, et donc on peut se poser aujourd'hui la question de la pertinence d'un système fiscal dans lequel un contribuable sur deux, en définitive, ne s'acquitte pas de l'impôt. Mais surtout, cette fiscalité indirecte, aujourd'hui, elle pose problème aux entreprises parce qu'elle constitue une charge pour elles. Aujourd'hui, les taxes à l'importation, la taxe de solidarité sur les services constituent des postes de dépenses pour les entreprises qui grèvent leurs coûts. Et ça, nécessairement, elles sont amenées à le répercuter vers le consommateur final, puisque c'est le principe de la fiscalité indirecte. Elle est perçue par les uns et supportée en définitive par les autres. On a également des problèmes qui tiennent à la trésorerie des entreprises. Aujourd'hui, une entreprise qui importe des biens supporte des taxes à l'importation, parfois pour des montants assez conséquents, et doit porter en définitive le montant de ces taxes jusqu'à ce que le bien soit revendu au consommateur ou à son client au stade aval du processus économique. Enfin, cette fiscalité actuelle entretient une certaine opacité dans la formation des prix, puisqu'aujourd'hui, personne n'est capable de dire, en passant à la caisse du supermarché, la part que représente la fiscalité dans le prix qui est acquitté par le consommateur final. C'est donc tous ces aspects-là que la TGC a vocation à solutionner d'une certaine manière en introduisant quelque chose qui est propre à la TVA qui s'appelle la neutralité. Alors la neutralité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises tiennent leur comptabilité hors taxe. Désormais, avec un système de TVA, la TVA, elle est suivie dans des comptes de tiers, pour ceux qui connaissent la comptabilité. Ça veut dire aussi que la TVA qui est supportée en amont sur les intrants, que ce soit sur les dépenses de fonctionnement, que ce soit sur les dépenses d'investissement, elle est déductible. Et donc aujourd'hui, avec la TGC, on peut dire que l'investissement sera totalement détaxé, là où aujourd'hui il est effectivement en partie, puisqu'il ne supporte pas la TGI, mais il supporte néanmoins la TBI et l'ATP, et parfois d'autres taxes à l'importation lorsqu'elles ont vocation à s'appliquer. Et donc on aura avec la TGC une détaxation complète des investissements. Et donc ça, c'est de nature à favoriser l'investissement. Et d'ailleurs, nous avons de nombreuses questions aujourd'hui sur l'opportunité que les entreprises ont de différer tel ou tel investissement dans la perspective de la mise en place de la TGC à taux plein et d'une déductibilité de cette taxe en totalité. La TGC permet également d'éviter le portage de taxes. Avec les taxes à l'importation, on l'a vu, il y avait ce portage de taxes. Avec la TGC, la taxe sera effectivement perçue à l'importation par la douane, mais elle pourra faire l'objet d'une déduction immédiatement. Et donc l'entreprise n'aura pas à attendre de vendre les biens pour récupérer en définitive le produit de la taxe payée au moment de l'importation des biens. Et donc de ce point de vue-là, on voit qu'il y a un impact très positif sur la trésorerie des entreprises. Enfin, le mécanisme de la TVA permet, en détaxant complètement les productions locales, d'être plus compétitif à l'exportation. Aujourd'hui, les biens exportés comportent dans leur coût, dans leur prix de revient,
des taxes cachées, en définitive, qui sont des taxes à l'importation, de la TSS. Demain, ceci n'existera plus. Les exportations sont taxées à taux zéro. C'est un mécanisme propre à la TVA. On décharge totalement les coûts de revient de la taxe. Et en définitive, les biens qui sont exportés le sont sans taxe aucune, ce qui permet, là encore une fois, d'améliorer assez correctement la compétitivité des entreprises. Évidemment, tout ce que je dis là vaut essentiellement pour les entreprises qui importent des biens pour en faire le commerce. Les producteurs locaux sont dans une configuration un petit peu différente qui a nécessité qu'on se penche effectivement sur leur situation spécifique. Et je rappelle que c'était un des objectifs qui avait été assigné à notre groupe de travail par le comité de suivi de l'agenda partagé. Aujourd'hui, les producteurs locaux, ils ne supportent pas de taxes sur leurs ventes et ils supportent très peu de fiscalité en amont puisqu'on détaxe leurs matières premières pour l'essentiel. Ils supportent néanmoins des taxes cachées sous la forme de taxes à l'importation résiduelle, mais aussi sur les services qu'ils prennent qui sont sujets à la TSS. Pour ça, on a réalisé 2 ajustements dans le dispositif de la TGC. Un qui est plus axé vers les relations entre l'entreprise et le consommateur final, en mettant en place un taux réduit. Quelle que soit la nature du bien produit localement, il est éligible au taux réduit, là où le bien de même nature importé sera taxé, lui, en fonction non pas de son origine, mais en fonction de sa nature, en fonction du tarif des douanes. Et donc, le même bien produit localement sera à 3% de TGC, alors que le même bien importé pourra supporter 11-22% de cette taxe. Et donc, on voit là qu'il y a une reconstitution, en définitive, de l'avantage compétitif dont bénéficiaient les biens dans l'ancien dispositif. Il y a également, dans les relations entre entreprises, la mise en place d'une exclusion du droit à déduction pour cibler des biens qui sont disponibles sur le marché local à taux réduit, mais qui sont également disponibles à l'importation avec un taux supérieur. Mais en définitive, l'entreprise qui va acheter ce bien, elle se préoccupe peu de savoir le taux de TGC applicable, puisque ce qui l'intéresse, comme elle peut déduire la taxe, c'est le montant hors taxe du bien. Et donc, effectivement, dans cette hypothèse-là, le bien local, alors même qu'il est soumis à 3%, se trouve en compétition avec le bien importé, quel que soit le taux qui lui est applicable. Et donc pour cela, on a mis en place un mécanisme d'exclusion du droit de déduction qui permettra, dans ces configurations très précises, de reconstituer l'avantage compétitif dont bénéficie le bien local qui va être utilisé par l'entreprise en local pour la réalisation de ses opérations économiques. Donc voilà, en gros, ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises sont assez allantes vers cette réforme, mais il faut néanmoins noter qu'un système de TVA comporte certaines difficultés pour les entreprises, et c'est d'autant plus le cas dans le contexte calédonien, où les pouvoirs publics, à travers cette réforme, poursuivent des objectifs qui dépassent un peu le cadre des entreprises. Premier obstacle, ou en tout cas première caractéristique, c'est que les entreprises, dans un système de TVA, sont les collecteurs de l'impôt. D'une certaine manière, elles sont l'auxiliaire des pouvoirs publics, puisque les pouvoirs publics leur délèguent le pouvoir de collecter l'impôt. On a en matière de TVA une distinction très nette qui est opérée entre le redevable réel de l'impôt, qui est le consommateur final. Je rappelle que la TVA est un impôt sur la consommation finale et non pas sur la valeur ajoutée, contrairement à ce que son nom laisse à penser. Et de l'autre côté, on a un redevable légal qui est celui sur lequel pèse l'obligation de reverser la taxe au trésor public. Et ça, c'est le rôle qu'on assigne aux entreprises. Alors évidemment, ce rôle s'accompagne de contraintes nouvelles et de ce qu'on appelle de manière générique des coûts de conformité. Ces coûts de conformité, c'est quoi? C'est l'obligation, par exemple, pour permettre la sécurisation du rendement de la taxe et le pouvoir de contrôle de l'administration. C'est l'obligation de tenir une comptabilité, c'est l'obligation de tenir et d'avoir de la facturation dans les opérations entre entreprises, de manière à documenter les opérations sur la base desquelles l'administration pourra opérer son contrôle. Et donc on voit là qu'il y a un intérêt qui dépasse un peu l'intérêt immédiat des entreprises à travers ces coûts de conformité. Mais il y a également la nécessité pour les entreprises de recourir à des prestataires extérieurs, la plupart du temps, pour satisfaire à leurs obligations déclaratives. Et tout ceci induit des charges nouvelles auxquelles elles n'étaient peut-être pas exposées auparavant, dans la mesure où la TGC a vocation à s'appliquer de manière générale, là où les taxes à l'importation ne concernaient que les entreprises qui importaient des biens sur le territoire, et là où la TSS ne concernait que les entreprises qui réalisaient des prestations de services. Donc on voit là qu'il y a quand même un aspect nouveau pour les entreprises qui les place au centre du dispositif. Donc elles en bénéficient, mais d'un autre côté, elles sont mobilisées pour recouvrer cet impôt.
Mais au-delà de cette contrainte qui pèse sur elle, il y a également, à travers cette réforme, des enjeux qui dépassent l'intérêt immédiat des entreprises. Au premier rang desquels, l'enjeu budgétaire. La fiscalité, comme chacun sait, est un outil qui permet de drainer des recettes publiques et de faire face aux dépenses publiques. Et donc, lorsqu'on rentre dans un dispositif de cette nature, comme la TVA, qui aujourd'hui est adoptée par plus de 160 États, on s'aperçoit que c'est souvent un outil intéressant pour générer des recettes fiscales et augmenter le rendement de la fiscalité. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas immédiatement en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on s'est assigné comme objectif de garder le même rendement budgétaire que celui des taxes qu'on va supprimer. Il y en a 7. Mais à terme, on peut imaginer que la TVA, une fois en place et fonctionnant de manière correcte, puisse être utilisée pour générer des recettes supplémentaires. C'est l'utilisation qui en est faite un peu partout là où elle existe, et elle existe aujourd'hui de manière assez généralisée sur la planète. Mais surtout, l'objectif qui vient plus directement en contrariété avec les intérêts immédiats des entreprises, c'est l'objectif de baisse des prix. On sait que la réforme de la fiscalité indirecte est le levier privilégié qui est actionné par les pouvoirs publics pour lutter contre la vie chère, et ce phénomène dont on souffre beaucoup en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on est le territoire le plus cher de la République. Et donc on a tenté beaucoup de choses pour contrer ce phénomène. Et aujourd'hui, la réforme de la fiscalité indirecte apparaît comme une certaine forme de dernier ressort, en définitive, pour parvenir à lutter contre ce mécanisme de la vie chère. Alors effectivement, la TGC, elle crée un contexte favorable à la lutte contre la vie chère, puisqu'elle autorise une meilleure transparence dans la formation des prix, puisque désormais, des entreprises fonctionnant de manière hors taxe, la fiscalité supportée sur leurs intrants n'est plus un élément de leur coût de revient. Et donc, désormais, il y a une meilleure transparence et les consommateurs sont en mesure de faire le détail de ce qui relève lorsqu'ils payent à la caisse du supermarché, ce qui relève du prélèvement fiscal opéré pour la collectivité, et ce qui relève du comportement des opérateurs économiques, même si cette transparence, elle n'est pas encore totale, puisqu'il demeure des taxes à l'importation, il faut le reconnaître, mais néanmoins, elle est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus importante qu'elle l'était dans le système antérieur. Cette transparence fiscale, cet avantage, en définitive, pour la baisse des prix, s'accompagne également d'un risque pour les pouvoirs publics, puisque aujourd'hui, le risque existe que les entreprises ne s'approprient en définitive les taxes qui vont être supprimées pour reconstituer leurs marges. Et ce risque-là, à partir du moment où les pouvoirs publics poursuivent un objectif de modération des prix ou de baisse des prix, les pouvoirs publics ne peuvent pas le courir. Ça s'est traduit par des obligations qui ont été mises à la charge des entreprises. Je rappelle qu'il y a eu, avant cette réglementation un peu impérative, des tentatives pour générer des accords de compétitivité, trouver les marges de manœuvre au sein même des entreprises pour déterminer ces marges de manœuvre qui permettraient de baisser leur coût de revient et donc de baisser leur prix au final, sans succès, ou en tout cas le succès n'a pas été à la hauteur des espérances des pouvoirs publics. Et donc on a mis en œuvre des méthodes de réglementation des prix. Alors tout d'abord, il y a une obligation qui pèse sur les entreprises, qui est de restituer la totalité des taxes dont elles vont être allégées d'une certaine façon sur leurs coûts en amont. Cette obligation-là, elle sera sanctionnée. Elle oblige les entreprises à reconfigurer leur prix de revient en tenant compte de ces allègements de charges que constituent les allègements de la fiscalité indirecte. Mais au-delà de cette obligation transversale qui s'applique à tous les secteurs d'activité, il y a également une réglementation des prix qui a été mise en place de manière transitoire et qui a un peu défrayé la chronique au cours des dernières semaines. Cette réglementation des prix, elle poursuit un objectif très simple, c'est de s'assurer que partout où la fiscalité doit permettre une baisse des prix mécanique, cette baisse des prix advienne, et puis de se focaliser sur certains secteurs sensibles en termes de vie chère, que sont les produits alimentaires, les biens d'entretien et les pièces détachées automobiles, qui, elles, font l'objet d'une réglementation particulière sous la forme d'un taux de marge maximal qui va normalement conduire à réduire les prix de manière assez mécanique. Mais encore une fois, il s'agit là d'un processus transitoire de l'ordre de 12 mois, au terme desquels, normalement, la liberté totale des prix doit être restituée, reconstituée, de manière à ce que la concurrence et la fiscalité s'appliquent de manière harmonieuse. On voit donc que si la TGC constitue un élément favorable aux entreprises, clairement, en améliorant leur compétitivité, elle porte aussi des objectifs qui peuvent aller en contrariété immédiate avec leurs intérêts.
on a vu également que cette réforme, elle faisait porter sur les entreprises la responsabilité de la collecte de l'impôt. Et ça, cette responsabilité-là, elle est porteuse elle-même de risques nouveaux pour les entreprises qui sont pour nous un sujet de préoccupation. Et donc, on doit conduire à se poser la question de la manière dont on gère cette complexité pour les entreprises et ces risques nouveaux, puisque effectivement, on doit faire le constat qu'aujourd'hui, à la veille de la mise en œuvre de la TGC à taux définitif, nous avons un corpus juridique assez complexe. Et je vous propose de revenir assez rapidement sur les raisons de cette complexité originelle. Pourquoi un dispositif complexe ? Eh bien, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer ici même l'année dernière dans le cadre du colloque sur la crise des finances publiques. En matière de TGC, il y a plus de 160, en matière de TVA plutôt, il y a plus de 160 États qui ont mis en place un système de TVA. Et il y a deux groupes d'États qui se dessinent. Un premier groupe qui est géographiquement proche, qui est illustré par la situation de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, qui repose sur le postulat qu'une TVA efficace doit être une TVA qui est simple. Et pour cela, il y a deux aspects essentiels. C'est une assiette très large et un taux unique. Ça, c'est le modèle qui, selon l'OCDE, constitue l'optimal fiscal en matière de fiscalité indirecte, qui permet d'assurer le meilleur ratio de recettes par rapport au potentiel fiscal de l'impôt. L'autre, qui est un peu plus loin de nous géographiquement, mais peut-être un peu plus proche culturellement, c'est le système européen, qui lui repose sur un postulat d'une assiette plus limitée, avec des exonérations assez ciblées, et des taux souvent nombreux. En France, lorsqu'on globalise les taux applicables en métropole et dans les dom-toms, on arrive à pas moins de 14 taux différents. C'est dire la différence évidente qu'il peut y avoir avec le système présenté comme étant l'optimal fiscal. En Nouvelle-Calédonie, pour des raisons que j'ai évoquées au début du propos, nous avons un système avec 700 000 combinaisons de taxes. On voit mal qu'on passe de 700 000 combinaisons de taxes à un seul taux, une seule taxe. Et donc, je l'avais évoqué l'année dernière, mais je crois que cette complexité, qui repose notamment en Nouvelle-Calédonie sur l'application de 4 taux différents, constitue une sorte d'obligation, en fait, de passage obligé pour avoir un système de TVA en Nouvelle-Calédonie. Mais pour autant, une fois qu'on a fait le constat de cette complexité, il ne faut pas s'interdire d'évoquer les pistes qu'il peut y avoir pour simplifier cet impôt, puisque, encore une fois, on dispose de marges de simplification assez importantes. Et je rappelle que quand on simplifie l'impôt, on réduit la zone d'incertitude pour les entreprises et on réduit les risques juridiques associés à la collecte de l'impôt dans un environnement fiscal complexe. Qu'est-ce qu'on peut évoquer comme piste ? J'en vois 3 à ce stade, mais certainement il y en aura-t-il d'autres dans les années à venir. Le premier axe de simplification, c'est évidemment celui de la réduction du nombre de taux, ou en tout cas de la convergence de ces taux vers un plus petit nombre de taux. Ça, c'est le premier élément. Et je rappelle qu'à chaque fois qu'il y a un taux différent, il y a l'obligation de fixer le périmètre respectif de chacun de ces taux, avec tout ce que ça peut comporter comme difficulté d'application et de frontières, en définitive, entre deux taux. Et ça, c'est autant de risques d'erreur qui pèsent sur les entreprises et autant de littérature que l'administration doit produire pour déterminer ce qui relève d'un taux ou de l'autre. Évidemment, lorsqu'on est dans un système à un seul taux, la question est vite réglée puisqu'on est ou exonéré ou soumis à un taux unique. Et la question se pose en des termes beaucoup plus simples. Deuxième piste d'évolution qui me paraît souhaitable, c'est l'élargissement de la base imposable. Aujourd'hui, on a un dispositif qui repose sur 6300 entreprises, 6300 redevables de la taxe en Nouvelle-Calédonie, dont le chiffre d'affaires dépasse le seuil de la franchise. Cette franchise en base, qui est donc un régime en dessous dans lequel, en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires, on est dispensé du paiement de la taxe, est assez élevé. C'est 7,5 millions pour les services et 25 millions pour les livraisons de biens. Et donc, on a là une population d'entreprises assez nombreuse, des petites entreprises, qui aujourd'hui échappent à l'impôt et perturbent d'une certaine manière son fonctionnement, puisque quand on n'est pas soi-même soumis à l'impôt en tant qu'entreprise, eh bien, on le supporte de manière définitive sur ses intrants, on le refacture sous la forme de taxes cachées au stade ultérieur du processus économique, et ce n'est pas très, très satisfaisant du point de vue de la neutralité de l'impôt. Donc, deuxième axe d'évolution qui, à mon sens, est souhaitable. Troisième axe, beaucoup plus délicat, c'est celui de la production locale. On a vu que pour éviter un déséquilibre mécanique des producteurs locaux, on a dû introduire à la fois un taux réduit sur les produits locaux et une exclusion du droit à déduction dans certaines configurations. Ces deux mécanismes-là viennent
complexifié de manière assez considérable le dispositif et introduit également des risques d'erreur pour les entreprises. Et donc, il me semble qu'il y a là une obligation également de se poser la question, à tout le moins, d'une évolution sur ce point. Alors évidemment, ça ne pourra se faire que moyennant des mesures d'accompagnement de l'industrie locale, puisque la préservation du tissu industriel local est un objectif majeur de la politique économique du territoire, parce qu'on sait que c'est par elle notamment que passe le développement de cette fameuse croissance endogène que tout le monde recherche. Mais je pense que d'un strict point de vue fiscal, il y a néanmoins l'obligation de se poser la question de la manière dont on peut faire évoluer le dispositif sur ce point. Donc voilà en gros un premier élément de minimisation des risques associés au rôle assigné désormais aux entreprises en tant que collecteurs de l'impôt. Mais il y a également, me semble-t-il, même si cette complexité ne peut pas être totalement évacuée, une obligation qui pèse sur l'administration, qui est celle d'assurer la sécurité juridique des opérateurs. Le monde est complexe, la fiscalité qui s'applique à ce monde ne peut pas être une règle simple, mais néanmoins, elle crée un besoin légitime de la part des entreprises de sécurité juridique et une obligation de la part de l'administration d'apporter cette sécurité juridique. Alors, la sécurité juridique, c'est quoi? Si on en donne la définition qui est posée par la Cour de justice de l'Union européenne, c'est un principe qui impose la clarté et la précision des règles de droit et des actes individuels qui constituent à un certain moment le cadre juridique dans lequel les autorités exercent leurs compétences et les particuliers leur activité. Donc on voit bien qu'il y a là la rencontre de deux obligations, celle des entreprises d'avoir l'interprétation de la norme juridique et celle de l'administration de donner cette interprétation de la manière la plus large et la plus publique possible pour assurer cette sécurité juridique. Ça passe par une meilleure accessibilité de la norme, la possibilité d'obtenir en amont de l'application de celle-ci des précisions de la part de l'administration sur la manière dont les choses doivent se passer. Donc il y a deux axes essentiels de développement de cette sécurité juridique. Le premier, c'est la publication de manière la plus large possible d'interprétations générales sur la façon d'interpréter ce texte fiscal qui, encore une fois, est assez complexe. Et puis le deuxième axe, c'est de répondre de manière individuelle dans le cas de situations particulières, ce qui permet à celui qui détient ce qu'on appelle un rescrit, c'est-à-dire la prise de position formelle de l'administration sur une situation de droit, sur une situation de fait au regard de la règle de droit, eh bien d'opposer cette prise de position, quand même elle ne correspondrait pas en définitive à la bonne solution, d'opposer cette prise de position dans le cadre d'une procédure de vérification, par exemple, de manière à se retrancher derrière l'interprétation qu'a fait connaître l'administration. Évidemment, ce jeu, cet effort de l'administration de meilleurs commentaires de la norme et de meilleure accessibilité de la norme doit s'accompagner évidemment en contrepoint d'une plus grande intransigeance vis-à-vis de la fraude fiscale et des démarches délibérées pour éluder l'impôt. Évidemment, on sera beaucoup plus bienveillant vis-à-vis des gens qui auront suivi les recommandations émises par l'administration et qui auront pu faire une erreur de bonne foi. Par contre, ceux qui auront volontairement ignoré les prescriptions de l'administration dans ce cadre plus sécure feront l'objet d'une répression évidemment plus importante. Et donc pour conclure, je dirais que le droit fiscal est effectivement une matière dans laquelle s'expriment des intérêts qui dépassent très largement ceux des entreprises, au premier rang desquels les intérêts publics. On comprend les enjeux budgétaires associés à la fiscalité. On comprend également que la fiscalité fait partie des instruments de régulation économique dont disposent les pouvoirs publics pour orienter l'activité économique de telle ou telle manière. Et évidemment, dans un contexte d'un monde ouvert comme celui qu'on connaît aujourd'hui, où les facteurs de production sont assez libres et assez mobiles, cette préoccupation-là doit être présente chez les pouvoirs publics lorsqu'ils conçoivent leur système de fiscalité, et veiller à ce qu'ils n'obèrent pas la compétitivité des entreprises, sans quoi il y aurait des pertes de recettes fiscales, assurément, mais également des pertes d'activité liées à l'effet de la fiscalité. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, on a vu également que la fiscalité constituait nécessairement une matière complexe, puisque s'appliquant à un monde lui-même assez complexe et en pleine mutation, et que cette complexité, elle oblige en définitive les pouvoirs publics à assurer que cette règle soit la moins complexe possible. C'est, j'espère,
l'évolution qu'on pourra constater dans les années à venir concernant la TGC. On a vu qu'il y avait quelques axes de simplification intéressants à explorer, mais également cette complexité, elle oblige les pouvoirs publics à avoir la responsabilité de créer un environnement sécure au plan juridique pour les entreprises et limiter les risques qui pèsent sur elles. Et on l'a vu dans un contexte tel que celui de la TGC, où les entreprises ont un rôle central, en définitive, de celui de la collecte de l'impôt, et qu'elles concentrent tous les risques, en définitive, de l'impôt. Cette sécurité juridique est un minimum que les pouvoirs publics doivent aux entreprises pour leur permettre de développer leur activité dans un contexte sécure et accompagner leur développement par la fiscalité. Je vous remercie de votre attention.